Table ronde qui a pour thème, quand l'engagement des collaborateurs devient le pilier de la fidélisation. C'est vrai qu'on sait aujourd'hui que les vendeurs et les conseillers sont souvent l'élément central de la relation client. Parfois ce sont les premiers avec qui nous sommes en relation, parfois ce sont les derniers, parfois ce sont les seuls. Leur interaction avec les clients, à condition effectivement de ne pas les enfermer dans des processus de cadrage rigidifiant, permet d'ajuster en temps réel la relation aux besoins des clients qui, comme vous le savez, sont tous uniques et ont besoin en permanence de cette capacité d'adaptation. Voire même, ils ont également besoin de ces clients qu'on soit en capacité de concevoir à chaque fois le service au fur et à mesure où la relation se crée. Donc quelle organisation, quel outil avons-nous aujourd'hui pour réussir cette difficulté de tous des industriels du service, mais d'être quand même capable d'être dans des processus qui à chaque fois sont vécus comme uniques par les clients. Donc pour nous éclairer sur ces sujets, autour de moi j'ai la chance d'avoir Emmanuel Mignot, Khalid. Bonjour, l'homme m'a dit de la mettre, je vais donc... Ça fait vous ça? Également, Khalid Madar-Bocuse, Sophie Heller, Chloé Beauvalet et Frédéric Messirel. Donc on va commencer... Je la mets là où je veux qu'elle soit. C'est jamais comment défendre l'atmosphère, maintenant ça c'est fait. C'est qui nous met l'ambiance? C'est pas grave, on va continuer. Donc Chloé Beauvalet, vous êtes directrice service client de PMU. Vous avez la charge depuis 2011 des équipes responsables du traitement de l'ensemble des contacts entrants et d'orientant et parieurs, musique, poker et sport. L'engagement des collaborateurs du service client n'est possible que sans de façon tangible la responsabilité de l'entreprise leur faire bosser au soutien qu'elle leur apporte. Que faites-vous en termes de cohésion, cohérence, solidarité entre les différents acteurs de l'expérience client? Bonjour à tous. C'est vrai que quand on a commencé à réfléchir au sujet de l'engagement des collaborateurs du service client, la première réponse qui venait finalement c'était celle des outils, alors que la conviction c'était que la première réponse est d'abord celle des équipes de l'humain et du management. Et effectivement, ce qui me semblait intéressant, c'était d'abord de parler de la cohésion des équipes. Quand on parle de cohérence de l'expérience du client sur les différents canaux, c'est avant tout la capacité d'entreprise à faire en sorte que les différents acteurs de la relation client se connaissent, se parlent et comprennent leur positionnement relatif, de façon à pouvoir chacun endosser leurs responsabilités à la hauteur de la mission qui leur est confiée par l'entreprise. Et donc la première chose qu'on fait, ou en tout cas que je souhaite qu'on parvienne à faire, c'est de faire en sorte que l'entreprise soit présente, donc que le comité de direction vienne sur site voir les équipes du service client. Ça paraît idiot, mais c'est vraiment le b.a.-ba pour qu'elles se sentent impliquées et qu'elles comprennent le rôle qui est le leur dans la relation avec le client. C'est de faire en sorte qu'elles se connaissent entre les différents acteurs du web, du service client, si c'est sensu, de la vente, le cas échéant. Nous, en l'occurrence des points de vente, de faire en sorte que ces gens se parlent et comprennent à chaque fois les résolutions, les contraintes aussi des uns et des autres, pour être solidaires au moment où on a des remontées de clients qui peuvent être négatives, de pouvoir comprendre, non, c'est pas, parce qu'il peut être dévastateur en termes d'image, c'est effectivement un membre, un collaborateur de l'entreprise qui dit c'est la faute des autres qui ont mal fait leur boulot en amont, nous c'est le service client qui ne s'est pas traité. Voilà, c'est d'expliquer, faire de la pédagogie, prendre du temps et faire se rencontrer les gens physiquement. Très bien, merci. Donc effectivement, je pense que vous avez raison, ces phénomènes, à la fois il est important de comprendre le sens de ce qu'on comprend, mais aussi des phénomènes de coopération, vous avez raison, entre les services sont fondamentaux dans cette qualité de la relation client. Sophie Heller, vous êtes vice-président marketing chez ING Direct. ING Direct est le pionnier et le leader européen de la banque en ligne avec 12 millions de clients en Europe et près de 900 000 clients en France. Vous offrez une gamme de produits courts, de courants, produits d'épargne et d'investissement, et une expérience client que vous voulez fluide et conviviale à des clients plutôt CSP+, qui sont tous en quête de simplicité, de performance et de transparence. Vous êtes convaincu vous-même de l'importance de concevoir l'expérience client comme l'affaire de tous et de la lier à une stratégie globale de marque. Comment vous réalisez cela? Donc effectivement, si on regarde les parcours d'achat d'un nouveau client ou même d'un client existant, de toute façon, ce qu'on voit maintenant, c'est dans tous les secteurs, mais en fait aussi, le parcours finalement du client est multicanal et multi-device. Il rencontre sur sa route aussi des contenus qui peuvent être des contenus postés par
Donc, notamment, on a développé, suite à la plateforme de marque, on a codifié finalement les valeurs clés que devront construire nos clients. Chaque point de l'expérience, qu'il s'agisse d'un produit, qu'il s'agisse d'un contact avec le call center, du traitement d'une réclamation, d'une visite sur le site. Et ensuite, on a tout un travail de co-construction avec les gens qui sont honneurs de ces processus-là, pour faire en sorte que l'expérience vécue par le client soit complètement cohérente dans tous les cas. Donc, ça fait vraiment, vous entendez pas si bon. Il y a un peu changer le micro, peut-être qu'il y a un problème sur le micro. Enfin voilà, on va changer le micro, on va essayer de se passer du son. Vous nous passez quelque chose. Je ne sais pas du tout si ça marche. C'est mieux là, gardez-le bien près comme ça. Je ne sais pas si ça a été entendu depuis ce que j'ai dit. Non, ça va être de reprendre les films, mais. Donc finalement, la manière dont on s'y prend, c'est véritablement en mettant en cohérence la plateforme de communication, la plateforme de marque, le rôle de l'entreprise et sa mission, avec ensuite finalement une co-construction avec chacune des personnes de l'entreprise et des départements qui sont impliqués et doublés dans l'expérience client, que ce soit dans la définition des produits, des processus et la relation client, de manière à faire en sorte que le consommateur ait une expérience parfaitement cohérente d'un point de contact à l'autre, mais également par rapport à la promesse globale de la marque en communication. Très bien. Merci pour cette première question. Je reviens vers vous tout à l'heure. Khalid Manarbonus, vous êtes en charge du développement des ventes CRM chez Oracle en France. Oracle a constitué une offre unique de gestion de l'expérience client, l'e-commerce et service client, en passant par des solutions d'écoute et d'engagement sur les réseaux sociaux pour le front office, ainsi que des offres verticalisées pour le back office. Vous défendez le point de vue que le client a besoin de parler à un être humain pour se rassurer lors d'un achat. Pouvez-vous nous expliquer cela? Oui, en fait, tout simplement, aujourd'hui, on est vraiment à l'ère du numérique et beaucoup d'interactions démarrent sur les canaux numériques, soit sur le web, pour la partie commerce ou pour la partie support, mais aussi sur les réseaux sociaux, ou tout simplement bien numérique. Pour autant, il y a des moments clés, soit d'une interaction, soit des moments critiques, et que souhaite plutôt parler à nous. Exemple de moment clé économique, on a un incident chez soi, dégâts des eaux, ou on vient d'avoir un accident automobile, on ne veut surtout pas envoyer un email ou faire une réclamation sur le web, on veut avoir un conseiller au bout. D'une part, pour être quelque part certain de parler à l'être humain et être accompagné, mais d'autre part, quelquefois inconsciemment, on est à la recherche d'une certaine empathie de quelqu'un qui nous prenne en charge, qui a plus réception de notre détresse et nous aide à surmonter cette étiquette. Donc, côté sinistre, c'est vrai, c'est évident. Pour autant, dans la partie commerce, la plupart des acteurs de communication, c'est le succès des solutions qui soutiennent le prix. Par exemple, je suis sur un site de réservation de vol pour le week-end, sur le site Air France, et c'est un vol qui coûte 1 000 €. J'hésite. Bien, de manière dynamique, on va pouvoir faire apparaître un complet. Souhaitez-vous parler à un conseiller? Si je clique dessus, la probabilité que le conseiller me prenne en charge et arrive à me faire conclure directement est extrêmement grande. En fait, dans la plupart des cas, le sondage montre que pour Air France, 97% des clients trouvent l'apparition de ce bouton extrêmement utile. Et dans 55% des cas, c'est le conseiller qui finalise avant par téléphone, tout simplement parce qu'il y a peut-être une crainte de donner son numéro de carte ou aussi le conseiller est un vrai conseiller commercial qui va pouvoir lever les différences de chat pour conclure. De la même manière, pour des supports, on va pouvoir interagir avec un agent via toujours les chat pour pouvoir aller au-delà de la problématique d'un support online avec juste réponse à une question via un agent. Photobox a mis en place ce genre de solution. Et en fait, vu le succès de la rencontré par les demandes clients qui souhaitent parler à un agent, ils ont décidé de déployer aussi sur la partie camp. Pour eux, la problématique, c'est un client qui hésite dans différents types de supports pour un photo. Et en fait, ils ont constaté un boom phénoménal de vente des photos parce qu'ils sont venus à point nommé. Le conseillement global, c'est que donner l'accès à un conseiller à des moments clés du parcours client numérique
fait qu'on va pouvoir transformer l'acte du client et aboutir complètement parce qu'on est là pour le réassurer et apporter une aide dans le processus. Alors j'ai parlé des canaux numériques, il y a aussi évidemment les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est un anonyme, parce que quelqu'un, certes, de l'entreprise va pouvoir répondre, mais il y a différentes manières d'adresser ça. Si vous prenez le cas de Ben & Jerry's aux États-Unis, en fait, ils postent des photos des différents conseillers qui vont interagir sur les réseaux sociaux. Et du coup, on a quelqu'un qui s'appelle Kelly25, c'est Kelly25, c'est telle personne, il a sa photo, on peut le personnifier. Et au-delà de ça, ce qu'on demande à ces conseillers, c'est d'apporter de l'empathie, d'apporter un vrai facteur humain. De ce fait-là, lorsque on dialogue avec les différentes personnes à travers les réseaux sociaux, en tout cas pour Ben & Jerry's aux États-Unis, ce qu'ils font, c'est qu'ils apportent une couche personnelle. Et en fait, ils entretiennent un dialogue avec les différents clients comme si c'était un ami personnel, et ce à travers les réseaux sociaux. C'est vraiment très intéressant ce regard que vous portez sur cette nouvelle, parce que longtemps on a rêvé, je ne sais pas si c'était à Borel, on a pu penser que l'arrivée de toutes ces solutions digitales allait nous permettre de réduire l'interaction humaine. Alors en fait, on se rend compte que ce n'est pas du tout vrai. En fait, plus il y aura plus le client est co-producteur du service, plus il y a des automatismes, plus il y a le monde digital est présent dans la relation client, plus l'exigence d'une qualité, de haute qualité de relation humaine se fait sentir et réclamée par les clients. Et comme aujourd'hui, c'est eux qui ont le pouvoir, les clients, parce qu'on a plutôt intérêt à entendre cette demande qui nous formule. Frédéric Mizirel, vous êtes responsable chez Amadeus, du département en charge justement des solutions informatiques, composé aux forces commerciales, marketing et services clients. Amadeus est le premier fournisseur mondial de solutions technologiques et distribution pour l'industrie du voyage et du tourisme. Nous employons 10 000 personnes dans le monde, dans 120 pays différents, 120 nationalités, nos collaborateurs, présents dans 217 pays. Comment Amadeus s'organise-t-il dans cette vision mondiale des solutions de voyage et de l'offre son service client? Bonjour à tous d'abord. Le premier point, c'est effectivement une problématique, savoir l'image de marque, la compétence dans le service client. Entre les deux. Parlez plus fort. C'est mieux? Oui, c'est mieux. Merci. Mais je disais que nous avons chez Amadeus la même problématique que nos collègues, c'est-à-dire d'une part de véhiculer une image de marque cohérente dans la relation avec le client. Et on a aussi noté que l'importance de l'humain et d'un contact humain dans notre relation. Notre problématique, c'est que comme nous sommes présents dans 217 pays, il y a une énorme variété culturelle dans tous ces pays et on a constaté qu'il fallait rester très proche du client. De l'autre côté, il faut quand même une certaine efficacité financière opérationnelle de nos services. Donc on essaie de trouver le bon compromis entre ces deux problématiques. Et pour traiter ça, en fait, on a mis en place une solution à 3 niveaux. Donc nous avons des centres d'appel, des centres de services locaux dans chaque pays, où parfois il y a une spécifique à certains clients. Par exemple, les clients sont par exemple des agents de voyage, certains sont traditionnels, d'autres sont online. Et je prends le cas d'Expedia. Dans le cas d'Expedia, il y a un gros volume de tickets, de questions entrantes. Et pour ça, on a dédié un service local à Expedia. Donc ça s'appelle soit lié à Expedia, soit lié à Expedia. Donc ça, c'est l'axe local et on joue sur la proximité. Proximité de la langue, proximité culturelle. On comprend le marché de ces clients, on continue nos appels, ainsi dans quel contexte il y a. Et puis, pour être sûr, pour être efficace, il faut aussi avoir des centres d'appel pour traiter des gros volumes. Et on a mis en place des centres d'appel au niveau régional, à peu près un par continent. Donc là, on parle de gros centres d'appel, parfois 2 centres d'appel qui travaillent ensemble. Et là, on est capable de traiter des gros volumes. Et on va plus ici traiter des questions sur des produits qui sont soit régionaux, soit globaux. Un nombre plus limité de langues, mais une vraie attention aussi à la particularité culturelle des clients. Par exemple, notre centre American Service Center, qui couvre toutes les Amériques, va traiter différemment un appel des Caraïbes, du centre des États-Unis ou du Brésil.
parce qu'il y a une compréhension des nuances culturelles de ces différents pays. Et puis évidemment, on a aussi des produits globaux qui sont les mêmes pour tout le monde et pour lesquels parfois il faut une vraie spécificité, une vraie expertise dans la réponse. Et pour ça, on a un centre mondial qui lui marche en follow the sun sur 3 continents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé des solutions, et là en plus dans le monde un peu plus technique, on a trouvé des solutions pour vraiment intégrer ces 3 dimensions, locale, régionale et mondiale, aussi bien avec le système de routage d'appels téléphoniques, par exemple, que le système CRM qui est capable de gérer des escalations, des escalades d'un niveau à l'autre, et de manière la plus efficace et transparente possible. Merci pour cette première réponse. Nous sommes maintenant vers Emmanuel Mignot. Vous êtes le créateur et président directeur général de Télétech International, ce groupe indépendant à 20 ans. Vous en êtes le fondateur. Télétech International est le spécialiste des centres d'expertise client. Il est composé de 550 collaborateurs, 600. Vous avez votre propre SSI, son centre de design. Vos clients sont de très grands comptes. Télétech International a toujours misé sur une politique de ressources humaines de qualité pour offrir le meilleur service à ses clients. Donc, au cœur du sujet aussi, vous avez engagé il y a 4 ans un projet ambitieux de campus de la relation client. Pouvez-vous nous décrire ce projet? Oui, merci. Bonjour à tous. Bien entendu, notre métier est de gérer une relation entre une marque et ses consommateurs. Et on parle là de relations humaines. On a fait un premier constat qui était de dire, parlons de relation, est-il réellement réaliste de vouloir industrialiser quelque chose aussi complexe qu'une relation entre, à un moment donné, 2 êtres humains, l'un représentant une marque et l'autre représentant lui-même et son problème. Et on s'est dit que probablement, on faisait plutôt fausse route en allant dans cette direction. Le deuxième point, c'est-à-dire en industrialisant, on avait normé pour rendre mesurables les prestations, et en les normant, on les a appauvris, on les a standardisés, et donc on s'est mis à travailler, on a proposé un partenariat avec 5 laboratoires de recherche en sciences sociales il y a 3 ans, et on a travaillé à réinventer ce métier de la relation client. On a progressivement mis en évidence un certain nombre de facteurs. Le premier facteur était que justement, cette standardisation qui permettait de mesurer l'efficacité a fini par aboutir à coller ensemble 2 mots qui ont fini par avoir des effets pervers, c'est le mot qualité et le mot contrôle. C'est devenu contrôle qualité en un seul mot. Ce qui a été mis en évidence, c'est qu'en réalité dans notre métier, plus on contrôle, moins on a de qualité. Donc c'est un vrai sujet parce qu'on a quand même une problématique quantitative. La question c'est de se dire, je vais avoir un certain nombre d'appels à traiter, en local, régional ou national, ou au niveau mondial, et il faut que je me dote des compétences, des connaissances suffisantes pour traiter ces appels en quantité. Et à force de faire comme ça, toute cette profession dans le monde entier résonne de manière quantitative. Notre conviction, c'est que c'est une erreur et que pour s'en convaincre, il suffit de consulter chaque année les résultats des pubs comme celle d'Accenture, comme celle de Frost et Sullivan, qui montrent que dans 2 cas sur 3, le consommateur change de marque après avoir été en contact avec le centre de relation client. Donc le premier facteur de défidélisation, c'est le centre de relation client qui est justement fait pour ça. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, comment on peut changer ça en apportant au consommateur ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend? Une réponse personnalisée, attentive, empathique, éthique, pertinente, etc. On a donc défini une nouvelle méthode qui permet d'évaluer la relation client, qui s'appelle le capital préférence, sachant que après travaux, on a mis en évidence le fait que qu'est-ce qui détermine le plus le comportement d'un consommateur, c'est sa préférence pour une marque. Et donc pour mesurer comment la relation client influe sur la préférence pour une marque, on a défini une approche qui s'appelle l'empreinte relation client, qui mesure
la relation client de la marque, on l'évalue sur les 10 facteurs clés. Vous pourrez trouver les détails sur notre site, teletech-ft.com. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Mais la clé du succès dans ce métier, c'est pour la marque d'être capable de définir un objectif qui soit différent d'un taux de prise d'appel et d'une vitesse de décrocher. Or, je le regrette de le dire, ça fait 30 ans que je fais ce métier comme prestataire. Je n'ai à ce jour jamais reçu un cahier des charges dans lequel, dans la rubrique qualité de service, il y ait autre chose que à quelle vitesse on va décrocher et combien de temps on va parler. Il y a un vrai sujet et ça conduit à avoir automatisé, standardisé, normé les temps de travail comme étant le premier critère et juste après, puisqu'on est dans une vision complètement industrielle et terroriste, le prix. Si on veut travailler proprement, l'idée de dire je recrute n'importe qui, je me forme très peu de temps, je l'encadre en lui mettant la pression pour respecter le temps de dialogue et je le paye probablement très mal, est-ce que j'ai une petite chance d'obtenir un très bon résultat? La terre entière croit que oui. Je pense que c'est une vraie erreur. Je pense que quand on fait tout mal d'un bout à l'autre de la chaîne, on n'a aucune chance d'obtenir un bon résultat. Par quoi ça commence? Il faut obtenir d'avoir des équipes professionnelles capables de délivrer le service attendu par le consommateur. Deux réflexions. Combien ça vaut? On a listé les critères, les attitudes qu'on attend de nos collaborateurs. On a diffusé à 50 cabinets de conseil en recrutement en disant nous sommes une PME, on veut recruter un commercial sédentaire qui saurait faire tout ça. Combien il faut mettre sur la table pour avoir un bon profil? Réponse haute, 37 000 € annuels. Réponse basse, 30 000 € annuels. Moyenne de rémunération de notre métier, 21 600. Qui peut croire qu'on obtiendra durablement le bon niveau de performance en payant les gens un tiers ou moins que ce qu'ils valent? Donc il y a un sujet là-dessus. On n'arrivera pas au résultat attendu si on ne réfléchit pas à ça. La deuxième chose, comment je recrute les bons candidats pour faire un vrai travail? Est-ce que le Real Madrid va gagner la Coupe d'Europe en prenant tous les gars qui viennent de se casser la jambe? Bien sûr que non. Il faut avoir les meilleurs, il faut créer les conditions pour donner envie aux meilleurs de venir et de rester. Pour ça, il faut travailler sur les conditions de travail et sur, bien sûr, la définition de la mission. Il faut que l'entreprise soit claire sur la mission. Qu'est-ce qu'elle veut obtenir et comment elle va mesurer? Et comment elle va associer ses collaborateurs à ses résultats. La clé, c'est bien sûr de faire des collaborateurs des acteurs en leur donnant un degré d'autonomie et pour qu'ils en soient capables, il faut les former. La première décision qu'on a prise, c'est de former nos collaborateurs en formation initiale pendant 5 mois. Personne d'autre ne fait ça. Voilà. Bravo. Je crois que ce que vous dites, il faut penser que, en ce qui nous concerne au niveau de la qualité de service, on a des parties pris, comme on intervient, on accompagne les entreprises. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit au démarrage, je dirais néanmoins que la photo, au niveau des solutions, je suis 100% d'accord avec vous. Au niveau de la photo de la situation, je pense qu'elle commence à dater un peu, et fort heureusement, parce qu'on sent quand même aujourd'hui, et peut-être que la crise nous y est d'ailleurs, qu'aujourd'hui on se rend compte que, effectivement, on a plus le droit de perdre un client, donc on a recompris l'importance qu'il y avait chacune de cette relation, alors que pas effectivement pendant un moment l'approche de dire chaque relation coûte, donc faisant en sorte que coûte le moins cher possible. Je pense que les choses sont en train de changer. Et vous avez raison, il faut enfoncer plus fortement pour qu'elles changent vraiment. L'étude dont je vous parle, c'est l'étude Accenture 2012. C'est pas si vieux que ça. Je sais. Ce que je voulais dire aussi par rapport, pour aller aussi dans votre sens, parce que je partage le point de vue, c'est que nous, quand on approche des problématiques de ce type, on dit toujours que la solution de tout projet de service qu'on voudrait rendre un succès pour l'entreprise et donc pour ses clients, doit toujours être conduit avec le souci, ça rejoint ce que vous dites, de la valorisation des métiers que l'on pense et des personnes qui le font. C'est tout à fait dans le sens de ce que vous étiez en train de signaler. Je reviens vers vous, Chloé, pour vous demander, effectivement, c'est la suite de ce qu'on vient d'entendre, comment vous êtes à l'écoute de ces personnels, des personnes qui sont en contact avec les clients? Comment est-ce que vous organisez quelque part ce soutien que représente les flux d'accompagnement? En fait, c'est ce que disait Emmanuel à l'instant sur le fait qu'on demande à nos conseillers d'avoir une écoute et une réponse attentive aux clients. Quand on parle d'engagement des collaborateurs, il faut leur donner les moyens de porter cette attention aux clients.
Et pour ça, vous avez priorisé de l'autre côté, mais c'est la symétrie des attentions, c'est aussi l'attention que l'entreprise porte aux collaborateurs eux-mêmes. Et quand ils sont dans des plateaux qui sont loin du siège, qui ne sont pas forcément très jolis, avec des marguerites un peu étroites, ça va exactement dans le sens de ce que vous disiez, c'est pas révélateur d'une attention portée par la marque aux gens qui l'incarnent au quotidien. Or, je ne crois pas que ce soit le centre de relations clients qui fasse que les clients s'en aillent. Je pense que c'est eux qui entendent à un moment ce qui a pu dysfonctionner dans l'entreprise d'une façon ou d'une autre, et ils incarnent, ils ont la responsabilité en quelques minutes de porter toute la responsabilité de la marque, parce que finalement le conseiller, au vu du client, c'est la marque tout entière. Je crois que ce qu'il faut arriver à faire, c'est démontrer aux conseillers justement cette importance fondamentale qu'ils ont. Il y a une humilité particulière, je trouve, au métier du service client, qui est que le directeur ou la directrice, il répond à peu près jamais au client. En fait, il incarne moins la marque que le conseiller lui-même, qui lui l'incarne plusieurs fois dans la journée. Et je pense que l'attention qu'on doit porter aux collaborateurs, elle passe avant tout par s'asseoir à côté du conseiller, par l'écouter, et ne pas chercher uniquement, même si c'est fondamental, à faire parler des chiffres, des outils de veille qui donnent des grandes tendances, mais aussi partir par des expériences concrètes, par un appel enregistré, un moment, un courrier de client, et tirer la ficelle pour comprendre ce qui s'est passé en amont de tout ça. Alors évidemment, idéalement, on prend un exemple très concret, on prend une conversation très palpable, et puis on essaie d'en faire en sorte qu'elle soit représentative d'un certain nombre de cas qui sont du même genre. Mais en tout cas, à partir des choses qui sont une attention portée à des conditions réelles, à la fois de la vie du client et de la vie du conseiller, pour incarner un dysfonctionnement et pas arriver simplement avec des chiffres en disant on a 7% de réclamations sur l'offre machin, on ferait mieux d'arriver autrement. Et pouvoir écouter les mots qu'on demande de porter à un conseiller, écouter les mots qu'entend le client, écouter les mots qu'utilise le client, avec toute la mauvaise foi dont nos clients sont capables, et en même temps avec toute leur bonne volonté à essayer de comprendre nos modes de fonctionnement qui ne sont pas toujours pensés pour eux. Je pense que ce qui est compliqué, mais qui est le nerf de la guerre, c'est de faire en sorte que le service client parvienne à faire en sorte que toute l'entreprise soit attentive aux clients. Très bien, voilà, merci. Vous avez formidable vision avec la question que je voulais poser à Sophie. Qui sont, parce que je sais que ça vous est cher aussi, quels sont vous les outils et processus que vous utilisez justement en lien avec ce qui vient de déployer pour que cette qualité d'expérience soit justement la faire de plus? Ok, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le fait que dans les indicateurs suivis de très très près et sur lesquels sont basés les systèmes de rémunération de tous les managers, par exemple, on utilise depuis des années le NPS, qui est vraiment le Net Promoter Score. C'est la capacité justement pour la volonté pour les clients de nous recommander. Donc on revient au discours de préférence de marque que vous avez. Et nous, on essaie d'utiliser notamment dans ces indicateurs pour tout le monde. Tout le monde, effectivement, est partie prenante dans le fait que nos clients nous recommandent. Ça, c'est une chose. Après, je pense qu'il y a les outils dont je parlais avant, qui sont construire des tables de référence avec tous les honneurs, les process, pour faire en sorte que dans le détail du métier, par exemple, comment je traite une réclamation, etc., je sois conforme au cadre. Et après, je pense que pour faire le lien avec Chloé, je pense que c'est extrêmement important aussi les systèmes d'optimisation continue qu'on va mettre en place, c'est-à-dire comment à partir de volontés clients qui peuvent être alors de multiples sources et de plus en plus de sources d'ailleurs, le service client, mais également des volontés sur les réseaux sociaux, également des suggestions qui peuvent arriver directement par les applis mobiles, etc. Comment on va consolider tout ça? On va prendre en compte du coup l'expérience du client pour revoir les processus end-to-end, et pas uniquement juste un petit morceau, et après refaire un retour au client pour dire suite à telle signalation que vous avez fait, voilà ce qu'on a modifié. Donc je pense que c'est à la fois dans le mode de recrutement, comment on fait que ça soit l'expérience de tous, et déjà on recrute des personnes qui a priori sont intéressées par le projet et sont compliant par rapport aux valeurs au projet. Ensuite, on a des systèmes d'évaluation, performance management, qui permettent d'être sûr que les objectifs et les critères qu'on utilise concourent aussi au projet d'expérience client. Et après, des systèmes d'optimisation continue qui font qu'on apprend, parce qu'on a beau vouloir bien organiser les choses, il y a toujours des choses qui ne marchent pas bien. Et
Et donc c'est un processus continu de, en permanence, mettre en place des processus transversaux, par exemple création de comités expérience client, dans lequel on va avoir des représentants front, mais également des représentants IT, expérience client, marketing, et on va travailler ensemble sur les problèmes que rencontrent les clients et apporter des solutions. Et les suivre, et les suivre, et les suivre. Je pense que c'est un travail quotidien. Voilà au fait ce que vous dites à quel point les processus de coopération et de co-création des solutions entre nous et à travers avec les clients, pour ne pas parler de ça, sont des vrais leviers de succès. Kelly, je voulais revenir vers vous, parce que vous avez particulièrement bien étudié la situation de l'agent du call center. Vous êtes vraiment préoccupé de ce à quoi il est confronté. Je pense que c'est intéressant que vous fassiez partager ce regard que vous avez porté sur l'agent du call center. Effectivement, en fait, on peut dire que l'agent du call center cristallise sur lui l'ensemble de la frustration que peut avoir l'usager parce qu'il rencontre un problème, il ne trouve pas la solution. Ou tout simplement cristallise sur lui la détresse de la personne qui appelle parce qu'il y a un accident, il y a quelque chose à résoudre. Et en fait, face à cette détresse, il faut l'utiliser. L'utiliser, en fait, nous, chez Oracle, on parle de Power Brand and Power People. Power People, c'est à la fois donner de l'autonomie à la personne pour que l'agent qui entre en relation avec quelqu'un puisse gérer ce cas. M. Millot parlait tout à l'heure de contrôle qualité qui pousse un peu trop loin et qui est antinomique avec la qualité, le besoin d'autonomie de l'agent, mais aussi juste lui donner des outils pour qu'il puisse traiter au mieux la demande du client. Parce que la demande du client, c'est que l'interaction soit simple, efficace et rapide, et évidemment proche. Il a une proximité, une empathie de la part de la personne. Donc un des éléments que l'on peut déployer au niveau de son appel, c'est évidemment une base de connaissances qui va fédérer l'ensemble des connaissances de l'entreprise interne ou externe, parce qu'on peut faire aider des communautés, et faire en sorte que cette base de connaissances soit non seulement mise à disposition chargée de son appel, mais aussi du client final sur le portail de l'entreprise. Et puis pourquoi pas se limiter au portail, c'est aller jusqu'au site de réseaux sociaux, directement déployer sa base de connaissances sur Facebook, là où les générations Y vont aller chercher de l'aide si jamais ils ont besoin d'une information quelconque. En tout cas, rechercher de l'information. Donc ça, ce sont des démarches que l'entreprise des entreprises comme Nikon, donc leader de la partie optique et de tout ce qui est appareil de photographie. Et en fait, un des KPI chez Nikon n'est pas le délai moyen de traitement de l'appel, comme on a pu l'entendre tout à l'heure, mais le niveau de satisfaction client. L'objectif qui est visé, c'est obtenir un niveau de satisfaction client supérieur à 95%. Et du coup, le temps de traitement est moins important, parce que le délai moyen de traitement est moins important pour eux que le customer satisfaction. Et de ce fait, ils ont déployé une base de connaissances qui non seulement est disponible sur le web, mais aussi permet à l'agent de pouvoir venir en aide au client qui n'a pas trouvé réponse sur le site web. Donc il intervient de toute façon en deuxième rideau la plupart du temps. Il vient lorsque le canal numérique n'a pas su répondre aux besoins du client final. Et de ce fait, il doit être extrêmement pertinent, disposer d'une base de connaissances augmentée où il a accès à des informations que le commun des mortels ne dispose pas sur le web. Et troisième élément, cette base de connaissances, elle doit être, comment dirais-je, questionnée de manière automatique. On a aussi déployé des outils qui permettent d'aller interroger directement la base de connaissances en fonction de la problématique exprimée par le client et derrière de remonter à l'agent l'ensemble des sujets qui peuvent répondre à la demande du client. L'objectif, c'est évidemment répondre à la bonne réponse au premier coup. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, certains clients continuent à garder le délai moyen de traitement. Toshiba a décidé de faire un focus là-dessus. Ils ont réduit le délai moyen de traitement à 40 secondes. Ça paraît ne pas être énorme. Sauf qu'ils ont 230 000 appels par mois. Donc avec 40 secondes, ça fait un paquet d'heures d'économiser autant de coûts. Dernier élément que je voudrais mettre en exergue, c'est qu'aujourd'hui, le métier
de l'action, centre de contact, change énormément. Non seulement il intervient en deuxième niveau, troisième, parce qu'on a essayé différentes autres solutions avant de l'appeler, c'est-à-dire au cours. On n'est pas en train à attendre ne serait-ce que 10 secondes au téléphone pour obtenir une réponse. Mais il n'est plus isolé, ce n'est plus un discours, un dialogue marque, un client qui est totalement isolé. Aujourd'hui, ce qui est rarement peut-être dans le domaine public à une vitesse phénoménale. Et un exemple type d'un de nos clients, iRobot. iRobot, c'est une entreprise qui fabrique des robots pour le domaine militaire, mais qui fabrique aussi des robots pour nous. L'exemple le plus probant, c'est le robot aspirateur. Beaucoup de gens à appeler. Et iRobot font aussi des robots qui sont de seconde main, c'est-à-dire qu'ils sont rapportés au robot, ils remis en marque, et ensuite ils le vendent à un prix plus accessible. Et en fait, l'histoire me dit après tout, ceux qui achètent ce genre de robot, c'est des gens qui sont dans une préoccupation oui, ils se préoccupent de l'environnement. Mais c'est que ne faut pas se déléguer tout de suite. Donc ils ont quelqu'un a fait un software de iRobot qui a utilisé les bases de connaissances. Au final, la panne s'avère irréparable, donc la banque me dit pas de souci, nous prenons ça en charge, nous sommes orientés clients, on va vous envoyer un nouveau robot tout neuf, la remise en état, et donc vous pouvez vous débarrasser de l'autre. Ah, et comment je m'en débarrasse? Vous le mettez à la poubelle. Sauf que le robot en question, c'est une batterie, et que là, c'est une personne qui est concernée par l'environnement. Que fait cette personne? Qui va diffuser sur les réseaux sociaux le contenu de la marque. Ce coup, iRobot utilisait une solution pour écouter les réseaux sociaux et à surréagir. Mais c'était une autre cellule. Dans beaucoup d'entreprises, on ajoute des couches de millefeuilles, souvent c'est des solutions de vente, c'était la même solution, mais peu importe. L'idée c'est que c'était une autre cellule qui gérait ça. L'autre cellule a surréagi, a mis en place un process de récupération des robots usagés pour ça. Gérer en fait la préoccupation environnementale de leurs clients. Et ensuite, on a su éteindre le feu sur les réseaux sociaux. Mais au-delà de ça, ce qu'on fait évidemment, c'est changer les processus en interne, c'est rapprocher les gens du numérique avec le centre d'appel et faire en sorte que l'ensemble des personnes du centre d'appel soient au courant de ce qui se passe par ailleurs et puissent avoir la bonne réponse adéquate. Encore une fois, autonomisation des personnes au centre d'appel pour qu'ils apportent la bonne réponse et s'adaptent par rapport au processus qui est initialement mis en place. C'est vrai que l'autonomisation est importante. On voit aussi dans l'exemple que vous avez pris, les processus de coopération, de connaissance réciproque de l'ensemble de la chaîne de services sont indispensables aujourd'hui par chacun des acteurs qui à chaque fois sont le seul ambassadeur de la marque au moment de ces relations. Et pour revenir sur les outils de pilotage, on parlait juste avant, moi j'aime bien cet exemple qui m'a été rapporté de Sapon, il y a un indicateur contraire à toutes les tendances dont vous parliez, c'est l'indicateur de la conversation client la plus longue. Je crois que le record est supérieur à 24 heures. Et pour eux, c'est un record, c'est la marque d'une qualité. C'est-à-dire que pendant 24 heures, on a su rester en contact avec les clients, il fallait à peu près séduire. Et nous, on n'a pas forcément été au niveau de l'académie du service dans ces excès, qui sont néanmoins intéressants pour faire bouger le futur. Mais on essaie de se dire qu'à chaque fois, nous, ce qu'on regarde comme élément de jugement, c'est est-ce que chaque point de contact devient l'occasion d'une rencontre. Et d'une rencontre qui doit être satisfaisante pour le client qui se veut pris en charge, parce que sinon il ne serait pas présent à la relation, mais aussi une rencontre qui est valorisante pour celui qui est en charge de l'initiative. On retrouve encore une fois ici ce processus de symétrie. Donc Frédéric, je voudrais que, justement, puisqu'on parle beaucoup de relations humaines, je sais qu'à la fois vous avez des solutions, on va dire, de self-service, vous avez aussi des solutions où il y a interaction entre des agents et des clients, et il y a forcément la problématique des synergies entre les deux modèles. Comment vous avez abordé ce sujet-là? Alors d'abord, je voulais dire que nos objectifs, c'est pas forcément la plus courte, mais si on regarde ça, c'est déjà de résoudre le problème au premier appel. On arrive à résoudre plus de 95% des questions ou des problèmes clients au premier appel. Donc ça c'est déjà un axe important. Mais c'est un axe réactif. On est appelé, on répond.
Et on va aller plus loin. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'aller vers le proactif. Là-dessus, on couple le travail des agents et des outils. Donc, on a par exemple une plateforme qui s'appelle Support Center, qui est une plateforme de base de connaissances. Et par exemple, notre agent de voyage, qui a du mal à faire une réservation un petit peu complexe, va pouvoir taper en langage quasi naturel cette question. Il y a un bébé et je dois faire une réservation avec un avion, un train, un taxi, un hôtel, c'est plus compliqué. Il va probablement trouver la solution. Ou alors, dans un cas, il ne va pas penser à aller voir la base de connaissances. Et dans ce cas-là, il va appeler un agent. Et ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on demande à nos agents, en cas de l'appel, de vérifier si sur la base de connaissances, il n'y a pas la réponse à la question. Et de manière très la plus naturelle, en tout cas je parlais de culture tout à l'heure, d'une manière sorte, on propose au client, on envoie par exemple un email avec l'attachement de la connaissance en question au client et on explique où il peut trouver cette connaissance. Donc on veut créer une synergie de manière à ce que le coup d'après, le client ait envie d'aller d'abord sur le support le site de base de connaissances et puisse trouver lui-même la réponse à sa question. Et donc, dans l'esprit, notre site Support Center permettra de trouver aussi des formations. Donc, quand vous demandez de poser votre question, vous allez aussi trouver des différentes formations qui peuvent vous aider, qui peuvent vous aider à trouver la solution. Et là encore, si notre agent de voyage n'a pas pensé à regarder sur le site, il n'a pas regardé cette partie-là, l'agent qui l'aura au téléphone lui pointera aussi sur la bonne formation. Donc c'est vraiment cette idée de créer une synergie entre la réactivité et la proactivité, entre l'humain et les outils de manière à avoir un ensemble le plus cohérent possible. Et évidemment, les agents pointent sur les mêmes bases de connaissances que le client, on aura le même langage, cohérence dans notre relation de dialogue autour de notre. C'est ça qui est très intéressant parce que, effectivement, en ce cas, dans le monde du service, il y a une vraie logique de satisfaction et d'économie au modèle dans ces approches où, effectivement, on forme nos clients, on leur donne de l'autonomie, ce qui permet de les satisfaire avec un coût de production du service diminué. Alors, ce qui moi, il faut toujours réfléchir, c'est que ce modèle peut arriver au bout de son bout, mais penser aussi que la fidélisation est créée par le contact humain. Donc, c'est comment à la fois on trouve en permanence ce réglage du curseur entre je lui donne le maximum d'autonomie, mais je suis aussi en capacité de garder suffisamment de contact pour essayer d'avoir ce phénomène de préférence dont on parlait précédemment. Et on voit aujourd'hui, moi j'accompagne certaines marques qui essayent de retravailler les parcours de façon à recréer des moments de contact, parce qu'elles ont bien compris que c'était ces moments de contact qui créent la fidélité. Donc c'est intéressant de regarder, bon, c'est très bien dans les services, il faut souvent regarder le même sujet sous quelques angles différents pour trouver des solutions. En tous les cas, à chaque fois qu'on réfléchit, on revient toujours sur la problématique de l'engagement de service de ceux qui sont en relation avec les clients. Vous avez commencé tout à l'heure au travers du projet Campus à nous montrer à quel point vous êtes engagé dans cette politique des ressources humaines. Est-ce que je peux vous demander un peu, je dirais pas comme un professeur, mais comme un praticien, de nous dire en fait les points clés de la politique RH, si je devais les résumer, c'est quoi les fondamentaux? La réflexion qu'on a eue, ça a été de dire on est en train de positionner l'attente vis-à-vis de notre conseiller clientèle. Ce qu'on attend de lui, et la réflexion qu'on a eue, c'est de faire un parallèle avec une entreprise qui a un mur à monter. Si vous avez un ouvrier et un 30 mètres, et qu'à chacun d'entre eux, vous donnez une truelle pour monter le mur, probablement celui qui va le mieux le monter et le plus vite, c'est probablement l'ouvrier qui fait ça 7 heures par jour de tout le temps. Ça ne veut pas dire que le contremaître n'est pas utile et qu'il n'a pas son rôle à jouer, mais probablement celui qui sait le mieux, c'est celui qui le fait tout le temps. Et donc, la première réflexion, le premier principe, c'était de dire le conseiller clientèle est celui qui sait le mieux, à condition qu'il ait été bien recruté, bien formé, et qu'il ait eu le temps dans lui pour créer sa propre courbe d'expérience. Et donc à partir de là, cette réflexion est venue de l'exemple d'une entreprise il y a très longtemps, qui s'appelle l'entreprise Doublet, qui fabrique des drapeaux, et qui avait gagné le marché des drapeaux pour les Jeux Olympiques d'Atlanta. Donc c'est pas d'hier. Et cette entreprise avait décidé que pour travailler
donner le mieux possible et pour délivrer dans les meilleures conditions possibles le meilleur produit dans les meilleures conditions, vous avez dit, c'est l'ouvrier qui choisira tous les paramètres de la production, de la fabrication du drapeau. Donc c'était sur sa machine qui choisissait le tissu, l'épaisseur, l'orientation, la découpe, la machine, etc. C'était une décision directe, instantanée du conseiller. Un autre exemple, un de nos clients qui est un assureur avait un service litige. Ce service litige fonctionnait comme la plupart des services litiges, c'est-à-dire que quelqu'un arrivait avec une réclamation, on essayait d'expliquer que c'était pas si grave, qu'il s'empêtrait, et après, au moment de transiger, trouver une compensation, la méthode c'était, écoutez, je vais demander à ma hiérarchie, on va faire une réponse. Ce qui était intéressant, c'était de mesurer sur une année quels étaient les montants engagés en compensation. Et ils ont changé de méthode, ils ont dit on va faire un test, et c'est le conseiller qui va directement transiger sans référer à la hiérarchie. En disant fais au mieux, et on ne s'agit pas de lâcher du lest et de donner tout ce que le client demande, négocie au mieux, mais fais-le directement. Sur l'année, l'économie a été de 30%. Je trouve ça extrêmement intéressant. Pour revenir à la notion de l'importance de l'engagement et de l'importance donnée au conseiller, il y a un exemple qui m'a été présenté à l'occasion d'une intervention en Suisse romande par une entreprise qui s'appelle Swisscom. Swisscom est un opérateur télécom important et il a une population un peu compliquée à traiter, c'est la population des seniors, qui ne sont pas toujours très à l'aise avec la technologie. Vous avez également, comme beaucoup d'entreprises anciennes, historiques, une population en interne qui était elle-même un peu âgée. Ils ont une idée très pragmatique de dire on va mettre les uns en face des autres. Que les seniors de l'extérieur, qui sont parfois plus âgés que les seniors de l'intérieur, c'est les seniors de l'intérieur qui vont traiter les demandes des seniors de l'extérieur. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intelligent parce que c'est un risque. Qu'est-ce qu'ils ont constaté? Parce que c'est quand même des Suisses, la mesure, ça les connaît, et donc ils ont contrôlé, malgré mes conseils. Et donc, ils ont constaté qu'ils craignaient que les appels soient plus longs. Parce qu'entre les uns qui ont bien régler leur sonotone et les autres qui parlent doucement, ça pouvait faire des appels un peu longs. Alors effectivement, les appels étaient un peu plus longs. Mais, comme ils sont pragmatiques, ils ont mesuré au-delà, qu'est-ce qu'ils ont constaté? Les appels étaient un peu plus longs, mais les gens avaient compris et donc ils ne rappelaient pas. Donc ils ont considérablement réduit le taux des appels. Logique. N'importe qui aujourd'hui les appelle. Bien sûr. Qui l'a fait? La deuxième chose, c'est que qu'est-ce qui se passait avant? Vous mettiez un senior de 75 ans aux prises avec une box qui a refusé de marcher et vous lui expliquez, vous lui mettez en place un jeune geek de 22 ans qui parle à toute allure avec des termes que personne ne comprend à part lui, et le vieux qu'est-ce qu'il dit, il raccroche, il dit j'ai rien compris. Il ose à peine rappeler. Et qu'est-ce qu'il fait? Sa box il la met dans un coin et à la première occasion il la rend à un Swisscom en disant merci votre truc je ne me suis pas servi, j'en ai vraiment plus besoin. Donc en plus j'ai du churn, j'ai du non-usage, j'ai du mécontentement, j'ai quand la vieille dame en question en parle à sa raison en disant j'ai ce truc là, c'est une horreur, j'ai rien compris, je ne m'en suis pas servi, ça va coûter un bras. Donc voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en dehors des standards. On prend des gens qui vont pas vite, on va parler à des gens qui sont compliqués, je mets ces gens-là ensemble, je suis sûr que ça va durer plus longtemps, donc c'est vraiment une erreur. Comment je pense ça à ma hiérarchie, je ne sais pas. En tout cas en France c'est difficile. Voilà comment, en ayant un regard non seulement différent, mais surtout élargi, c'est que la clé de ça, c'est pas que le centre d'appel coûte le moins cher possible. C'est pas qu'on parle le plus vite possible, c'est qu'on contribue le plus possible à la valeur pour la marque. Donc il faut être outillé pour ça, c'est pour ça qu'on a développé ce produit, cette solution capital référence avec cette notion d'emprunt, et justement pour permettre à l'entreprise de changer son regard productiviste et instantané pour avoir un regard plus élargi, etc. Donc pour faire ça, ça passe par de l'observation, mais aussi de l'imagination, et surtout de ne pas chercher à en avoir pour son argent rapidement. Par exemple, quand on mesure la capacité
de la marque à contribuer à la valeur. On le mesure comment en disant est-ce que vous pensez que l'entreprise est responsable écologiquement, etc. Ça, bien sûr, on n'a pas d'impact dessus. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir, la question est très simple, c'est-à-dire est-ce que vous avez le sentiment que cette marque est capable de jouer votre intérêt contre le sien? C'est tout simple. Est-ce que dans certaines situations, vous avez l'impression qu'elle allait y perdre pour que vous puissiez y gagner? C'est une question à laquelle tout le monde est capable de répondre. Et ça, c'est intéressant parce que là encore, c'est un vecteur qui est différent de tout ce qu'on voit. Et ce que je voudrais dire, c'est que bien entendu, il ne s'agit pas d'occulter la partie technologique de la réflexion. Bien entendu, on a monté en 95 les premières places de connaissances dynamiques qui remplacent les scripts classiques. Donc là-dessus, ça semble évident que notre métier est avant tout un métier de transformation de l'information. Mais ce que les gens attendent, c'est l'attention, c'est de se sentir considéré, de sentir que le temps n'est pas compté, et surtout de s'assurer qu'ils auront la bonne réponse. Et moi je pense qu'il faut arriver à une situation qui consiste en résumé à dire à vos conseillers, faites pour le mieux, je vous fais confiance. C'est les deux mots-clés. Merci. Il nous reste pas beaucoup de temps, donc on va refaire quand même un dernier tour de table, si je peux finir la fille. Chloé, je voulais revenir avec vous sur un point. Pendant longtemps, les marques ont considéré qu'elles pouvaient gérer leur image à travers la communication institutionnelle. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez bien compris que la marque elle se décline au travers de la relation que chaque conseiller entretient avec chaque client. Comment vous gérez ce phénomène? Ça revient à ce que disait Sophie au début, c'est effectivement repartir de la promesse globale portée par la marque et inscrire le service client à l'intérieur de cette promesse en disant si la promesse est du sérieux, si la promesse est de la générosité, si la promesse est de la transparence, ce n'est pas le même positionnement pour le service client lui-même. On ne lâche pas la bride de la même façon sur les moyens de conversation en fonction de ce qu'on promet. C'est un peu les compagnies aériennes, quand ils proposent un vol pas cher, sans service, vous n'avez pas de bagages, ok, à partir du moment où la promesse est claire, il n'y a pas de souci à ce que le service soit rendu, soit à la hauteur de ce qu'on a payé. En revanche, si la promesse est engageante et importante pour la marque, il faut derrière que le service client soit capable de le donner. Donc l'idée c'est de repartir de la promesse de marque établie par la direction de la communication et la direction marketing de façon très pragmatique, de regarder comment ça se décline et ça s'incarne au quotidien, et de se dire, voilà, quand on dit qu'on a une marque généreuse, ça veut dire quoi généreux quand on est au service client? Est-ce que ça veut dire qu'on lâche les gestes commerciaux facilement? Est-ce que ça veut dire qu'on est prêt à passer du temps avec le client pour résoudre son problème? Enfin, voilà, mais en tout cas de repartir bien de ce positionnement général de l'entreprise et de la marque pour le décliner dans des actions très concrètes. Merci. Vous, Sophie, je sais que vous avez un point de vue qui est complémentaire, parce que là on partait de l'image, alors que vous défendez aussi le point de vue qu'il faut construire l'expérience en partant de l'usage. Vous pouvez expliquer ça pour les mots? Alors je pense que c'est vraiment un croisement des deux, c'est-à-dire qu'on définit plutôt effectivement top-down, mais aussi en observant, on va dire, les frustrations des consommateurs par rapport aux concurrents et les attentes, on va définir un certain nombre de valeurs, par exemple la transparence, la convivialité, la performance dans notre cas, qui sont les points et la considération, donc qui sont les points par lesquels on veut être différent des concurrents. Mais après, concrètement, dans comment on va l'incarner, c'est là où on va prendre en compte, comme on dit aussi, pour chacun des points de contact, le besoin du client par rapport, l'usage par rapport à ce contact. Donc, par exemple, sur le mobile, avant de développer l'application mobile, on a passé pas mal de temps à discuter, à observer les clients et les interroger sur la façon dont ils utilisaient leur mobile en général. Donc, pas forcément comment ils voulaient leur appli bancaire, parce que ça je pense que c'est notre job, on ne leur demande pas de construire l'application mobile à notre place, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'ils apprécient dans les applications qu'ils utilisent, c'est quoi les meilleures expériences pour eux, et à partir de ce qu'ils vivent de plus positif par rapport à ce canal, et du coup, on va leur demander aussi qu'est-ce que vous aimeriez faire en mobilité qui a du sens pour vous, et après on va appliquer les filtres, on va dire de valeur d'expérience à ça. Donc c'est vraiment une combinaison des deux. D'accord, merci. Madame Zadig, je voudrais venir avec vous sur, parce que je pense qu'il y a des enseignements, ce salon et puis le thème de la table ronde, vous placez vraiment dans la relation client, on va dire, distante. Mais je sais que vous êtes aussi intéressé
à la situation du vendeur en magasin, parce qu'effectivement, elle peut aussi nous éclairer sur ce qu'il faut aussi conduire lorsqu'on pourra aller au présent générique qui s'en fait l'appel. Donc ça, en quelques mots, quelle expérience on peut tirer de cette observation de la situation auquel sont confrontés les vendeurs en magasin? En fait, ce que j'ai entendu dans ce salon hier, c'est que la moyenne des contacts ou des canaux pour une vente, c'est 2,7 canaux. Ça veut dire qu'on est par essence aujourd'hui omnicanal, c'est-à-dire qu'on peut être dans un magasin avec son smartphone ou une tablette en train de comparer les prix du même produit sur Internet pour négocier éventuellement avec le commercial. En tout cas, le client, lorsqu'il arrive en boutique, s'il vient en boutique, il vient avec une richesse d'informations extrêmement forte. Ça change complètement le métier de nouveau de conseiller en magasin. Premièrement, le client, nous avons dans la souhait les informations qui sont sur le site web soient le même que ce qui est affiché en magasin et que le conseiller dise la même chose. Si jamais il y a une incohérence d'information, on perd confiance et probablement que la transaction sera ratée pour la marque. Donc typiquement, si je prends le cas d'Arty en France, Darty symbolise le service client. Donc évidemment, ils ont la capacité de faire en sorte que les mêmes informations sur le site web soient en magasin, que ce soit les mêmes prix, et qu'on puisse réserver dans un magasin pour faire ce qu'on appelle de retour en magasin. On puisse acheter sur le site web et faire de retour en magasin. Donc du coup, si je vais en boutique, je m'attends à ce que le conseiller puisse m'aider sur autre chose. Donc, sur le site web, il dispose d'outils qui me permettent de filtrer l'ensemble des produits que je cherche si je cherche une machine à laver, en fonction de l'encombrement, de la puissance de la machine à laver, etc., de la consommation électrique, etc. Au magasin, le conseiller va disposer de la même chose. Quelle valeur il peut m'apporter? Évidemment, il va pouvoir m'aider à choisir si j'hésite entre deux solutions. Mais il va aussi pouvoir m'aider en fonction d'autres critères. Donc, il dispose du même moteur de recherche qui va permettre de créer un ensemble de critères, par de recherche à facette, mais il dispose aussi d'une information que je n'ai pas sur le site web, qui est le délai de livraison. Lui, il peut chercher par transporteur. Donc, je veux dire en disponibilité dans ce magasin-là, mais quand est-ce que mon transporteur à moi est libre? Est-ce que ça ne vaut pas le coup de prendre un transporteur qui est en centrale? Donc il va pouvoir aider le client à choisir en fonction de la date de livraison souhaitée, parce qu'il y a des clients qui vont dire je ne suis pas disponible en semaine, je veux que l'appareil soit installé le week-end, ou au contraire, je suis disponible la semaine, je veux l'appareil le plus rapidement possible. Le conseiller va aider dans ce sens-là. Donc je n'apporte une utilité supplémentaire au conseiller. Deuxième exemple, c'est dans la partie numérique, je l'ai dit. On est de plus en plus en train de surfer sur la partie mobile pour choisir un produit. C'est le cas des personnes qui commandent du machin de côté, c'est en l'occurrence. Donc ils ont déployé un certain nombre d'outils numériques pour faire en sorte que ce que l'on voit sur un smartphone soit rigoureusement la même chose que ce que l'on voit sur le site web. Mais au-delà de ça, on arrive en boutique, il faut que le conseiller puisse disposer des mêmes informations. Donc, ils ont déployé des solutions mobiles pour que le conseiller dispose rigoureusement la même information que sur le site web. Au-delà de ça, ils ont fait en sorte que le mobile soit un outil pour le client final, c'est-à-dire la cliente va pouvoir disposer de conseils de beauté, de conseils de maquillage, et l'outil n'est pas juste un outil de vente, mais un outil de promotion où on va pouvoir apporter de la valeur supplémentaire au client. Et dernier élément, pour le post-canal, c'est apporter ce même outil en magasin. C'est-à-dire que quand le conseiller n'est pas disponible, le client puisse accéder en self-service à cette application-là, au boutique. Donc le numérique et en magasin. Bien sûr. Okay. Merci beaucoup. Frédéric, une dernière question, puis après je viendrai avec Emmanuel. Mais je voudrais que vous nous disiez quelques mots sur ce que vous faites précisément pour justement faciliter l'engagement des collaborateurs à mieux servir les clients. Est-ce que vous avez quelques actions spécifiques en quelques mots pour construire le produit? Je pense que j'ai fait des choses originales. D'abord, ça commence par le recrutement. Effectivement, sélectionner les agents par rapport aux critères de service que l'on veut fournir. Je reviens sur des questions de culture, de langage, et ainsi de suite. Mais c'est aussi bien former. Donc, c'est investir dans la formation. Notre American Service Center, par exemple, un nouvel agent, c'est déjà 1 mois et demi de formation. Et au bout de pratiquement quelques semaines, un autre mois et demi complémentaire de formation, donc il y a un vrai investissement. Et puis ensuite, tout au long de l'année, on va avoir des petites sessions
spécifiques sur des sujets pour stimuler le travail d'équipe ou encore passer de nouveaux concepts. C'est aussi lié au quotidien. Donc, par exemple, on intègre une solution de routage des appels qui appelle vers les agents qui ont les bonnes compétences, qui sont disponibles, ouvre automatiquement la fiche client dans notre système CRM. On fait tout ce qu'on peut pour que l'agent soit bien équipé. Et puis je dirais, au-delà de tout ça, on peut citer beaucoup de choses, mais on apprend aussi au long de l'histoire. Donc la notion d'amélioration continue, c'est très important. On va analyser, par exemple aux États-Unis, les enregistrements des appels, on va les analyser pour comprendre comment nous faire. Automatiquement, le système de CRM va envoyer un petit survey qui t'enquête à la fin d'un appel. On va aussi croiser ces informations-là. Et puis, encore une fois, je parlais de synergie. On va aller plus loin que ça. C'est-à-dire, par exemple, on va, grâce à ces mécanismes, voir si on peut enrichir une base de connaissances ou ajouter de nouvelles formations disponibles pour les clients. Donc, c'est vraiment cette question de voir les choses ensemble, dans un ensemble. C'est de l'empowerment, on donne de la force à l'agent, mais aussi tout autour, on outille le client lui-même et l'agent pour que la relation soit efficace. Ce que vous décrivez d'ailleurs est intéressant parce que ça nous montre à quel point aussi dans les évolutions managériales, on voit au travers ce que vous décrivez notamment de la politique, que le manager, même si dans le service, il a beaucoup d'exigences, qui va d'abord au service de ses collaborateurs, de façon à leur permettre de rendre le meilleur service. Et justement, ça permet peut-être de conclure avec vous, Emmanuel. Vous avez toujours, les créateurs d'entreprise, vous avez toujours accordé une grande importance à la dimension humaine dans votre stratégie. Qu'est-ce qui vous a guidé dans cet axe-là? Ça a toujours été une constante. J'ai commencé ma carrière il y a 30 ans dans le télémarketing. À l'époque, c'était la mode. Et j'ai participé à une conférence il y a très longtemps où on a débattu justement des conditions de travail, etc. Et j'ai été interrogé, je dirais presque apostrophé, par un professeur de l'université qui m'a dit, mais est-ce qu'il vous est déjà venu à l'esprit qu'il y avait un autre mode d'organisation que le terrorisme pour faire fonctionner un centre d'appel? Ça fait à peu près 23 ou 24 ans que ça m'est arrivé. Je sais qu'à l'époque, je ne sais pas ce que j'ai répondu, c'est un peu tôt, faire rire les gens, etc. Mais moi, ça m'a vraiment marqué parce que j'ai eu conscience que ma réponse n'était pas la bonne. Et je me suis vraiment dit qu'on ne pouvait pas obtenir le bon résultat en faisant comme ça. Malheureusement, je trouve que les progrès ne sont pas très visibles et qu'on continue à avoir un modèle très terroriste dans la quasi-totalité des call centers. Il suffit de regarder les photos d'inauguration de très grands call centers qui sont implantés partout pour s'apercevoir qu'on est toujours dans des portions très réduites. Ça évoque toujours plus des poulaillers que les espaces de travail conviviaux. Et donc on a pris le contre-pied de ça. Le social, bien entendu, il y a deux manières de regarder ça. De manière un peu cynique, en disant ça peut être que bon pour l'entreprise, les gens vont être plus engagés, ça va rapporter plus, et donc probablement, allons-y, je vais gagner plus d'argent en faisant comme ça. Et une autre manière, qui est aussi d'appliquer la théorie des parties prenantes, qui est une théorie qui date de 1979, qui a été lancée par Edouard Freeman, et qui à l'époque disait qu'une entreprise va maximiser ses profits en maximisant les bénéfices du maximum de parties prenantes. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr les actionnaires, il y a bien sûr les collaborateurs, il y a aussi les clients, bien entendu, mais aussi l'écosystème. Et que se préoccuper de ça, c'est aussi la manière de faire durer une entreprise tout simplement. Alors, pour revenir sur comment on a appliqué les choses, on a dit 5 mois de formation. Quand j'ai dû refaire 5 mois de formation, les collaborateurs du service formation m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on vient pouvoir leur dire pendant 5 mois? J'ai dit, ne vous inquiétez pas, à la fin des 5 mois, vous allez probablement constater que vous aurez fait effleurer beaucoup de sujets. Je vous donne un exemple. On s'est engagé à former les collaborateurs à être capables d'utiliser l'humour à bon escient pour résoudre les cas de conflits un peu difficiles. Et vous imaginez bien que c'est pas facile. Parce qu'à l'origine, il y a des gens qui ont de l'humour, il y a des gens qui n'en ont pas. C'est pas un critère de recrutement. Si vous dites, je voudrais qu'à la fin de ces formations, il
les gens sont capables d'utiliser les mots pour un peu les dramatiser, etc. C'est un vrai travail. De la même manière, on a en quoi on dit que les gens sont acteurs, il y a leur laisser d'autonomie, mais on a aussi constaté une chose très étonnante, c'est que les organisations des centres d'appel sont des organisations humaines très importantes, il y a parfois plusieurs centaines de milliers de personnes au même endroit, et c'est un des rares endroits, des rares organisations humaines où les gens ne travaillent pas les uns avec les autres. Et donc on a travaillé à créer des moments de collaboration. Et comment ça s'est traduit? C'est que ce sont nos collaborateurs qui conçoivent les dialogues. Et dernier exemple, ce sont nos collaborateurs qui décident de quand ils prennent leur pause, etc., etc. Voilà, on pourrait encore durer, on pourrait encore continuer à débattre. Je crois qu'on a eu la chance d'avoir 5 témoins tout à fait passionnants. En tous les cas, moi je les remercie. Je vous remercie Myriam, je vous remercie messieurs de la qualité de vos interventions. Je vous remercie aussi pour la qualité de votre écoute. Vous avez été un public tout à fait captivé, ça se voyait. Il n'y a pas laissé de temps pour les questions, mais je pense qu'on avait une belle prise de parole, vous n'en voulez pas. Comme le service, c'est aussi une posture de générosité. L'Académie du service est présente à la sortie de la salle pour vous offrir le dernier numéro qui vient de paraître de notre magazine Culture Service. Donc quand vous êtes des passionnés de ce type de sujet, je pense que cette lecture vous intéressera. Je vous souhaite une belle après-midi. Au revoir.